Mathieu, Laetitia, Jean-Pierre, Elisabeth, Antoine Debec, moi, juste la première chose, c'est que d'applaudir les acteurs qui sont là. Antoine. Merci Nicolas. J'enlève mon masque alors. Oui, ouais. Oui. Je suis ravi de pouvoir vous donner la parole. En fait, je ne vais pas avoir grand-chose à faire parce que toute l'équipe, une partie de l'équipe est là. Je voulais juste te demander, Nicolas et Elisabeth, peut-être de parler, dire un mot, peut-être vous l'avez peut-être déjà fait, sur So Long Michael, le film qui a ouvert la séance. Vous en avez un peu parlé? Vous voulez... Il y a peut-être des questions sur le film dans la salle, sur le film qui a ouvert la séance. Ben alors, on passe sur la question. Oui. Pourquoi avoir fait ce film? Vous pressentiez un départ, une sorte d'hommage posthume, c'était quoi l'idée? On avait fait une projection de la question humaine et on s'était décidé, c'était Jean-Pierre était venu, c'était en février, juste avant le confinement. Et on avait décidé de refaire un film. Voilà, et donc on est allé chez Michael et il y avait l'idée d'une lettre d'amour qu'il adressait à une femme. Et on lui a proposé ce texte d'Artaud, et puis un texte de Plutarque, qui est le deuxième texte qui nous travaille, Elisabeth et moi, depuis assez longtemps. Il était question que cette partie de ce petit film entre dans Nous disons l'évolution, le film qu'on a présenté ici à l'ouverture, puis finalement on a fait un film à part, quoi. Et puis bon, voilà. On l'a monté bien après, on l'a monté il y a 3 mois. Et on avait envie de dire au revoir à Michael. Et on peut peut-être parler de Michael par rapport à la question humaine. Le film, à quel moment est-ce qu'il arrive dans le film? Est-ce que le film a été écrit pour lui? Comment ça s'est passé avec Michael Onstad? C'est impossible d'écrire un film en pensant à des acteurs avec Elisabeth. Ça ne peut jamais. Et elle a bien raison, ça bloque complètement l'imaginaire. À un moment donné, il y a eu une évidence sur les 2 personnes qui sont là, Mathieu et Jean-Pierre, une évidence radicale. Et de Jean-Pierre, on est passé à Michael, parce que c'est une histoire de génération, c'est une histoire de cinéaste l'histoire du cinéma, parce qu'on avait ces 2 générations, 3 générations, 4 générations, je ne sais pas combien de générations on a, mais en tout cas c'était une histoire de cinéma. La question humaine, il y a aussi une histoire du cinéma qui le traverse. Et particulièrement à travers les acteurs, comme vous avez vu, c'est ça que... Oui, quand on écrit, je ne pense pas à un acteur, je ne vois pas de chair encore autour de lui.
Ça n'est que du papier, des mots, du papier, des mots, des livres, des compagnons. Et puis petit à petit, quand Nicolas commence à me présenter des personnes, et bien petit à petit les choses prennent vie, quoi. Heureusement, parce que sinon on n'a plus qu'à déchirer le papier et puis c'est fini. Et c'est vrai que la rencontre avec chacun des acteurs a été décisive dès le départ. Il n'y a pas eu d'hésitation entre telle ou telle personne. C'est effectivement les générations des pères, puis les générations des fils, puis la génération après, qui a été décisive dans cette transmission de l'histoire. Et puis il y avait une chose qui était marrante aussi quand on a commencé à lire le scénario, c'est que tu m'as dit, c'est marrant, j'ai le rôle principal, mais je ne fais qu'écouter les autres, je ne dis rien. Et tu te souviens de ça? Que tu m'as dit, pendant qu'on faisait le travail à la table, que tu découvrais, parce qu'effectivement, comme c'est beaucoup une voix intérieure qui s'exprime, etc., mais au niveau du scénario, quand on avait les échanges avec les autres personnages, en fait, tu es tout le temps, très souvent, en train de les écouter, d'écouter les autres. Et donc, c'était moi-même, je découvrais que ce personnage écoutait sa voix intérieure, alors ça, on l'entend, mais que la plupart du temps, il écoute les autres et il enregistre. Ce qui fait que sur les chants contre chants, je ne sais pas si tu te souviens, mais les chants contre chants, on commençait toujours par l'autre et on terminait par toi. Et voilà, ce qui est particulier, parce que c'était systématique. Il fallait voir ce qu'il allait se dire, ensuite filmer l'écoute et ce que tu allais répondre. Quoi. Oui, c'est ça de ce qu'il ne veut pas entendre, ou qu'il ne peut pas savoir ce qu'il va entendre. Et lorsque j'entendais Lou Castel à la fin, et il y a une phrase qui m'a vraiment saisi, tout à la fin, c'est si on demande à chacun ce qu'il fait, il répondra que ben, ça va, les choses avancent, ça va. Le plan est, on est un peu en retard, mais ça va aller. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est là que du coup le film est raconté en voix intérieure après, puisqu'il en serait incapable. Et c'était étonnant de voir le film. Hein? On a regardé à côté. On disait avec Jean-Pierre qu'on avait plutôt un souvenir de s'être beaucoup amusé. On s'amuse beaucoup sur Énormément. beaucoup amusé, mais. Et alors, quand même, on prenait le temps d'être sérieux, mais d'être transperçable. Voilà. Transpercé, ouais. Et J'ai beaucoup s'amusé pour une raison particulière aussi. C'était que Michael refusait d'avoir dans son verre du thé. Il voulait absolument que ce soit de l'alcool. Et donc, à un moment donné, nous avons fait une sorte de circulation de bouteilles sur ce plateau, parce que tous les acteurs, après, ont dit « bah, moi aussi ». Et donc, effectivement, circulait l'alcool et non pas et des cigarettes. Et d'ailleurs, on s'est fait beaucoup qu'est-ce que ça fume sur votre film, qu'est-ce que ça fume. Donc, il fallait effectivement exorciser quelque chose, je pense, de cette histoire qui nous glissait chacun en nous, qui se glissait en nous, dans nos veines, dans nos mémoires, dans des mémoires futures aussi. Et je pense que l'alcool était nécessaire, et il était nécessaire parfois d'exorciser, comme certains jeunes cadres qui exorcisent la dureté de leur combat de petits soldats pour l'entreprise. Jean-Pierre, et venir parler de la manière dont ce travail à la table, par exemple, c'est fait. Comment ça s'est... je me souviens pas d'avoir travaillé à la table. Non,
On a travaillé à la table. Mais On a fait une lecture peut-être. Oui, oui, on a fait juste des lectures, ouais. Des lectures. Et non, c'était pas. Non, C'était on a les parlé. costumes. Il y a eu beaucoup d'histoires de costumes. Il y a eu beaucoup de passages sur les costumes. Je sais pas. J'ai des photos de toi. Ah oui. Non, non. Des Tu lectures. prenais des photos. Oui, beaucoup. Mais il y a eu des lectures, parce que ça, bon, ça c'est Elisabeth qui. Il y a beaucoup de paroles, pas des indications, mais enfin, comment tu voyais le personnage, enfin le mien en tous les cas, il y avait une chose, c'était une très grande précision. Voilà. Oui, c'est un micro, ça. C'était une très très grande précision et c'était tout à fait aidant parce que à l'intérieur de cette histoire de langue morte, quand même, quand on parle d'une langue morte, c'est troublant. Oui, ce qui m'a marqué, c'est à quel point on parle très doux, tout le temps, comme ça. Hein. Et avec une chose que surtout, il ne faut pas qu'il y ait de fissures. Déjà, c'est trop. Et qu'ils se protègent, tous. Et donc, on voit des acteurs jouer dans une langue qui n'est pas la leur. Et ça crée une tension, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Surtout, j'ai ressenti dans la relation qu'on a tous les deux, où elle me regarde, on dit comme il va. Enfin, il va arrêter là de faire semblant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais. Et c'est toutes ces résonances. Oui. C'est ça qui m'a marqué. Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme travail? Exactement, comment on le fait? Dans tout domaine. C'est pas de dire que c'est la même chose, sinon ce serait pas intéressant. C'est à quel point ces mémoires passées et futures hantent d'être travaillées, au moins d'être travaillées par ça à un moment donné, quoi. C'est vrai que la langue était hantée. Il y avait quelque chose de hanté dans cette langue qui traversait les acteurs, hein, et qui n'était pas du tout un vocabulaire, une façon de parler, et que ça, effectivement, ça met en tension ton personnage qui, petit à petit, ne peut plus, quoi. Il ne peut plus mettre sa montre, il ne peut plus s'habiller, il ne peut plus partir au travail, il est devant son bureau, il n'entend plus le téléphone, et quelque part, Mathieu Amalric lui-même était contaminé par ça, quelque part. Et tu me donnais pas mal de livres à lire, tu lisais beaucoup pendant tout le temps du tournage. Je me demande si c'est pas toi qui m'as apporté cet article de Harvey Detector, qui était dans le journal. C'est bien toi qui me l'as apporté. Je n'ai aucun souvenir. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai lu, si c'est Je toi. ne pense pas. C'est un livre d'Éric Hazan, en fait. C'est Éric Hazan qui m'avait apporté ce livre. La langue de la cinquième. La langue de la cinquième. Oui, La langue de la cinquième République. Je sais que j'ai lu ça et après j'ai été voir cet article et je me souviens c'était le jour du tournage de cette scène. Il était assez important ce jour-là et je t'ai demandé, je t'ai dit Mathieu, ce serait tellement important de dire ce texte et on a cherché les moyens que tu puisses dire ce texte parce qu'on ne pouvait pas avoir une journée supplémentaire de tournage et avec Nicolas, toi, enfin tous les trois, on a décidé que tu serais de dos finalement et que tu lis cet article. Voilà, et tu as accepté de le faire alors que la journée de travail était déjà très très chargée. Et je te remercie encore. Je pense que la question de ce que tu as relevé là sur la voix, en fait, il y a des papiers maudits qui circulent dans le film. Donc c'est notre technique, comme dans d'autres films
Il y a des textes qui circulent, qui sont des textes maudits. Et la leçon de tourneur, c'est toujours de parler plus bas, d'éclairer plus bas, et de ne pas parler fort, d'être sur... Parce que il faut laisser circuler ce qui est en train de circuler dans le film. D'où aussi la durée des plans qui aussi permet les choses d'arriver. Et moi juste, ça m'avait fait l'effet, le même effet quand j'avais vu le film avec Michael, et toi tu étais là aussi, c'est que en fait je suis extrêmement impressionné par le jeu des acteurs, parce qu'en fait quand on tourne, on est tellement préoccupé par la mise en scène, les mouvements de caméra, que tout aille bien, que les acteurs soient bien, on monte, etc., effectivement, exclusivement sur les acteurs. Mais là, avec le temps, je trouve que j'admire infiniment le travail que vous avez fait. C'est une chose qui apparaît avec le temps, autrement même qu'au début. Je sais pas. Moi-même, moi, je suis très impressionnée du travail des acteurs, je parle pas de moi évidemment, dans le film, vraiment, je trouve ça incroyable. Vous êtes incroyable. Oui, enfin, ils sont... Bah, non, c'est vrai, parce que- c'est... oui. C'est vrai. Mais il nous amène quand même dans une zone commune, Bah, moi, je suis dans une zone... très commune, Oui, oui. où il y a quelque chose Oui, il y a des entre pratiques. Valérie, Voilà. Davy Des pratiques collectives de travail sur un plateau. Oui, Hein, je veux dire, tous, on a fait du théâtre, Valérie. quelque chose comme Voilà, ça. donc il y a une pratique collective qui... Non, c'est ça que tu voulais parler? Non, je voulais dire que vous, enfin, de la manière dont c'est Ah, bah, écrit, vos obsessions, Nos obsessions. votre folie, votre conscience, votre manière de faire joyeusement du sérieux, Du tragique. et non pas sérieusement du... Voilà, nous amène à une certaine couleur tous. Il y a une harmonie, je trouve, dans nos... alors que Valérie et Laetitia, a priori, on pourrait, je ne sais pas, ou avec Delphine Chuyot, je ne sais pas, je sentais une communauté de voix, oui, qui vient de vous. Oui. Mm. C'est beaucoup un film sur les traces, en fait. Qui laisse des traces. Les traces d'avant et les traces qui restent. Comment les choses sont dévoyées. Les dévoilés. Oui, c'est Dévoyé, oui. dévoilé, mais effectivement, dans un rapport à la voix, dans un rapport justement, rien n'est vraiment proféré. Par exemple. Non, Pas dévoyé, des tu l'as pensées. dit. Dévoyé. Ouais, dévoilés. Dévoyé. Sauf le chant. Sauf le chant flamenco, a cappella, qui est vraiment l'opposé de cette langue technique, qui est la langue des sentiments, la langue de la couleur, le visage qui s'exprime. C'est vraiment le chant contre chant voilà, C'est ça, c'est la parole technique et puis de l'autre côté la parole. Pardon? Qui cache. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, attendez, le micro arrive. Non, je voulais poser la question. Bah oui. Je voulais poser la question sur justement le chant et puis en fait il y a eu une réponse à la suite. Donc, Sur le chant. Le chant flamenco. Sur ce chant-là particulièrement. La part que prend la musique et le chant et puis la voix aussi, la voix en particulier. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, parce qu'en fait, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Et la voix, avec cette langue technique et cette espèce d'anesthésie, mais qui est jamais, qui n'anesthésie jamais les acteurs, parce que vos corps sont extrêmement, sont vraiment là. Et donc cette voix, donc c'est pas, oui, donc c'est ces voix qui traversent, et il y a des registres différents de la voix.
Et c'est très important pour nous, en tout cas, dans un film, qu'il y ait des registres différents de la voix, du corps, la danse, le chant, raconte autre chose. C'est quelque chose qui vient beaucoup des films de John Ford, par exemple, où il y a des interruptions et il y a un moment de danse, de chant. Mais chez Brecht aussi, dans le théâtre épique, il y a aussi ces ruptures qui permettent de déposer les choses. Et en fait, dans tous ces chants, que ce soit Schubert, que ce soit New Order au début, le flamenco avec vraiment le contre-champ de l'usine, parce qu'il y a un plan où on voit l'usine et ses fumées, la pollution fossile, quoi. Il y a un livre d'Andreas Malm qui s'appelle Fascisme fossile, et donc du coup en voyant ça, la question du charbon et de la pétrochimie, fascisme fossile, ça m'est venu pendant le film, de me rappeler ce titre. Et donc en face on a un chanteur de flamenco, d'où l'importance du sous-titre, parce que cette humanité et les sous-titres, parce que sur le DVD par exemple il n'y a pas de sous-titres. Donc c'est super, enfin, je sais pas comment on est arrivé à ça, mais les paroles sont importantes avec cette réponse du fado, donc l'Espagne, les républicains espagnols d'un côté, et puis le fado avec l'écoute, ton écoute est incroyable, quoi. Et puis cette manière d'écouter, et cet homme vieux qui ressemble à la fois à William Burroughs et Oliveira, qui chante une chanson d'amour comme ça, qui t'est adressée. Il y a une sorte de la langue, quoi. La langue circule partout dans la vie, et puis après on retombe sur la langue technique. Aussi le groupe Sid Matters a improvisé 5 ou 6 nuits entières sur le film. En fait, c'était lancé. L'idée, c'était vraiment... et en plus, les musiciens de Sid Matters changer l'instrument, c'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas les instruments qu'ils jouent habituellement. Donc l'idée c'était qu'ils se mettent en danger eux-mêmes en ne pas jouant à part 2-3 choses qui étaient prévues, tout le reste était improvisé à partir du film. Donc il y a cette manière de la langue technique qui est une langue assassine, mais on l'entend tous les jours cette langue, aujourd'hui on l'entend de plus en plus, encore plus. Et on va pas détailler tout ça parce que tout le monde est au courant, mais comment conjurer cette langue, c'est la vie, c'est le chant, c'est la danse, c'est la poésie, c'est la parole, c'est tout ça qui tourne autour et qui est un mode de résistance depuis toujours, quoi. D'autres questions? Oui. Donc, comme beaucoup de films, il y a un support de livre qui est indiqué dans le générique. Quelle importance le livre a-t-il dans l'origine et dans la conclusion de votre film? Quelle importance? Le livre, François Emmanuel. c'est une adaptation fidèle. Bon, voilà, non, alors le livre c'est toujours étrange comme les livres arrivent. Celui-là il est arrivé complètement par hasard. On faisait des repérages pour Paria, un film qu'on était en train de tourner, et moi j'attendais à une station-service le reste de l'équipe, j'étais en avance pour une fois, et à la radio il y avait une émission de Gérard Lefort à l'époque sur France Inter, et il avait invité François Emmanuel, l'auteur, et j'écoutais, et sa voix m'a totalement aspiré à l'intérieur de ce roman. Et j'étais complètement fasciné par tout ce qu'il disait et par le sujet et sa voix, vraiment. Et je suis allé acheter le livre direct après les repérages. Elisabeth était au théâtre, je suis allé dans une librairie ouverte tard, j'ai acheté le livre, je l'ai mis dans les mains et j'ai dit écoute, c'est tellement beau ce que j'ai entendu par rapport à ça. Moi j'étais lâche parce que j'ai pas du tout le même rapport à la littérature qu'Elisabeth, et si tu peux le lire, et je pense qu'il y a un film, j'avais tellement peur d'être déçu, tant ça m'avait soulevé. Donc j'ai dépassé le livre, et tu as répondu. Et tu étais soulevé, et j'étais effondrée, voilà. Donc je l'ai laissé se soulever tout seul, l'éviter de lire.
Et à ce moment-là, j'ai dit, le livre est construit uniquement sur une voie intérieure. Il n'y a pratiquement pas de situation. Tout est raconté. Quelque chose et j'ai dit, c'est un livre, il faut s'en débarrasser au plus vite si on veut faire du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut continuer à creuser depuis ce livre vers le cinéma. Comment continuer le trajet qui était proposé dans le livre sur les thèmes, etc., s'en débarrasser pour continuer à approfondir un certain nombre de choses et à se débarrasser d'autres choses dont on était d'accord d'ailleurs avec Mathieu, puisque le livre est construit sur le fait que celui qui fait l'enquête découvre lui-même qu'il est juif. Et donc ça devenait le poteau rose. Le poteau rose, c'était que le narrateur principal allait découvrir qu'il était au fond, à la dernière, les 10 dernières lignes, qu'il était juif lui-même. Donc j'ai pensé que le thème était tellement fort qu'on n'allait pas tomber dans une anecdote comme celle-là, à suivre le récit uniquement d'un personnage parce qu'il prend conscience que ceci, cela. Voilà, donc l'important, je pense, d'une adaptation d'un roman, c'est comment on se l'approprie, comment on respecte profondément les principaux thèmes, les principales directions qu'il prend, et d'essayer d'amener vers le cinéma. Voilà, et quand François-Emmanuel l'a lu, il m'a dit ça aurait été intéressant qu'on se rencontre avant, je n'aurais pas fini mon roman de la même manière, je n'aurais pas écrit de la même manière, et effectivement, quand on écrit, on est, pendant qu'on écrit, traversé aussi par toute l'actualité qui se passe. On ne peut pas écrire sur un thème comme celui-là, un scénario avec cette histoire-là, et tout ce qui se passait dans l'actualité pendant que j'écrivais est entré de force ou pas de force dans le scénario. La rêve, par exemple, c'était l'époque où il y avait pas mal de suicides dans les jeunes cadres, il y avait tout un drame, des choses qui se passaient à l'intérieur de l'entreprise qui étaient très, très, très... Ouais, il y avait beaucoup de choses autour de ça, la drogue, l'épuisement, les suicides, et voilà, c'est rentré dans le scénario, bien évidemment. Mathieu, les trois, vous aviez un rapport au roman, enfin au livre de François Emmanuel, ou non. Pas du tout, c'était au scénario. Ah oui. Ouais. Ah oui, ah non. Non, c'est ça, c'était vraiment le... Hein. Je me souviens que François Emmanuel est venu. Oui, souvent. Et il avait cette voix douce. Mais non. Mais je pensais à ce que tu disais sur les traces, c'est vrai. Je pensais au fait que sûrement ça va vers le cinéma, parce qu'il y a tout le temps des matières, je pense au sol qu'on lave. Je me souviens que j'étais fasciné par les plans par-dessus où on voyait des coulures de quelque chose, d'un produit, les murs évidemment, ces fumées. Le parking, les places. Oui, les traces. Il y a beaucoup, c'est un peu impressionniste comme film. Il n'y a aucune explication. Voilà. Ça marche par vagues comme ça, des vagues qui viennent. Comment expliquer une chose pareille? Il n'y a rien à expliquer. Et c'est ça qui est beau dans le film, c'est qu'il n'explique pas, il donne des clés pour qu'on voit les traces des choses maintenant. Maintenant. Est-ce que c'est maintenant? Quand tu parles des matières, il y avait aussi les murs transparents dans l'usine, de bureau à bureau. Oui. C'est-à-dire, nous sommes dans la transparence. Et ça, c'était, on peut se voir, voilà, et on peut s'observer aussi. On peut se surveiller aussi. On peut se surveiller, mais en fait, au contraire, la transparence, c'est normalement, voilà, pas pour se surveiller, mais pour au contraire être amical. Il y avait un décor particulièrement avec les stroboscopes. En fait, c'était une grande usine
Et c'était au premier étage, on a fait la règle, au premier étage, c'était les vestiaires des ouvriers. Et donc l'idée de faire cette scène avec la lumière sur les ruines des vestiaires des ouvriers, c'était un peu comme sur les ruines du travail, quoi. Donc quand on arrive et qu'on commence à imaginer, à travailler, il y a cette idée de, on va faire cette séquence dans les ruines du travail, et rien que ce moment-là où tu chantes dans l'oreille de Mathieu Monteverdi, je sais qu'on est dans le travail, on est dans Monteverdi, on est dans cette lumière stroboscopique, une personne qui devient une autre, la jalousie, qu'est-ce qui remonte, l'hallucination de quand elle chante, je la vois nue, tout ça se passe en même temps, et encore une fois, c'est vraiment au corps, il n'y a rien à faire. Je suis très impressionné par comment des idées comme ça, qui a priori pourraient paraître des idées un peu abstraites, s'incarne grâce au travail des acteurs et de la chef opératrice José Lé, qui a fait un travail incroyable. Énorme travail. Et de Brigitte au son, et puis c'est ça, le fait que vous imaginez des plans de grande longueur, et que du coup, forcément, vous pouvez vous engager dedans. C'est pas... Et ce lieu, cette usine, vous l'aviez trouvé comment? C'était cette courbe, c'était. Attends, c'était pas. C'était vers. C'est pas sur l'île, il n'y avait pas le bateau. Je me souviens plus. C'est vers Saint-Denis, là, mais c'est pas Saint-Denis, c'est. La Courneuve. Voilà, c'est à côté de la Courneuve. Et c'est. Quand on a fini de tourner, c'est là que j'ai découvert les numéros par terre. Et que j'ai embêté la production en disant pour le générique, en fait, il faudra revenir parce qu'on va faire un travelling sur ces numéros. Alors ils ont dit comment ça? J'ai dit bah oui, le film va s'ouvrir sur ces numéros comme ça, mais bon, ça a été donc une demi-journée supplémentaire. Ils sont au sol, les numéros. Ouais, ils sont au sol. On a l'impression que c'est sur les trains. Bien sûr. Ouais. Et ce qui fait que aussi c'est des choses qui arrivent complètement par hasard. Parce qu'on avait, on l'a vu, on a intégré, on est revenu pour ça en fait. Donc en fait, ce qu'on appelle la mise en scène, c'est juste sans arrêt observer et vivre avec les gens, vivre les uns avec les autres, et les hasards qui arrivent, et puis des idées quand même, de découpage précis de temps en temps quand même. Mais le fait effectivement de vivre ensemble, une partie comme ça, dans un même lieu, ça a été important. Le truc, c'est qu'on est tous très amoureux les uns des autres quand on travaille, c'était très joyeux. On ne peut pas travailler si on n'est pas amoureux, c'est impossible. Ça n'existe pas. Enfin, nous, on ne sait pas le faire. C'était en 35 ou en 16? Super 16. Super 16, c'est bien ça. Ouais. Super 16. Et alors? Ah, oui. Non, attendez, parce que là, Sylvie arrive. Je cours. Bonsoir. Moi, en fait, j'ai une question plus pour Mathieu. Ayant vu beaucoup de ces films, je voudrais savoir comment vous choisissez vos rôles et comment surtout vous les préparez. Parce que vous avez fait des films d'action, des méchants, des plus doux, vous avez pu nous faire pleurer, rire, rêver, voyager. En fait, je ne choisis pas les rôles du tout, parce que pour arrêter, c'est vraiment, je suis attiré par les personnes qui fabriquent les films, les cinéastes. Voilà. Mais du coup, comment vous préparez un rôle, par exemple comme celui-ci, ou comme un James Bond, ou comme un Wes Anderson aussi? Comme je n'ai pas appris à faire, je travaille beaucoup. Mais par exemple, pour James Bond, comment vous êtes inspiré ce méchant? Non, le James Bond, c'est quelque chose, c'est un plaisir beaucoup plus physique, donc tu es juste avec des cascadeurs, et c'est très agréable d'apprendre, de se remettre en forme. Et puis après, sur un film comme ça, là, c'est... Oui, c'est ça, c'était vraiment d'être imbibé par un mystère. On ne peut pas nommer, on ne sait pas. Il ne s'agissait pas d'avoir d'explications précises en tant qu'acteur
de ce qu'il est en train de... par quoi il est en train d'être traversé, possédé. Et donc, c'est la durée du plan, voilà, d'être disponible. Et puis, là, c'était pas trop une question, c'est vrai, de texte, mais surtout c'était un bonheur voilà. Et Michael, et chacun, Nicolas Maury, Delphine, tout le monde, Erwan débarque, et le type qui lui fait le tour de magie, avec le pull. Et ben voilà, et puis vous êtes emporté, quoi. Mais oui, on a pas mal parlé, hein, ça me revient. En dehors du film, En dehors des répétitions. Voilà, passer du temps ensemble. Aller boire un coup, comme bien sûr, voilà. Bien, on va le faire. Et passer du temps et avoir un terreau commun que le moment du tournage va découvrir. Voilà, ce que tu dis, ce qui est important, c'est qu'avant le tournage, déjà le terreau était là. Quelque chose était là de cette communauté, et c'est pas au moment, on va dire, action que ça va commencer le film. Le film est déjà commencé. C'est-à-dire, c'est avant le premier jour de tournage. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille tout le temps. Et dans ce film, il me semble qu'avant le premier jour de tournage, il y a quelque chose du film, on était chargé. Être chargé, en tout cas, dans le sens rempli de quelque chose, et que, voilà, finalement, je ne sais même pas si tu dis action quand on tourne. C'est Antoine dit toujours quand vous voulez. Quand vous voulez, oui, action, ça me... Voilà. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Donc tout à coup, ça glisse, la caméra est allumée, voilà, parce que José était absolument magnifique, de comment elle s'est glissée dans le travail et qu'elle a... Voilà, donc ça se passait comme ça. Et la durée du plan venait autant en accord avec José, toute l'équipe technique, que l'acteur. Voilà, c'est quelque chose qui est comme, c'est comme un petit orchestre que tu veux faire. Tout le temps, tout le long du film, tu cherches à faire un petit orchestre. En fait, il était en train de jouer, c'était nous, c'était tout ça. C'était un ensemble. Voilà, on faisait l'orchestre que tu rêvais de faire, il était en train de jouer déjà. Eh bien, je pense qu'on va en rester là sur ce jeu, et je voudrais un grand merci à Laetitia, Elisabeth, Jean-Pierre, Mathieu, Nicolas et Antoine. Et je vous dis à demain, parce que Nicolas et Elisabeth seront là demain, à la fois dans l'espace d'exposition, mais aussi pour une rencontre à 17h et pour une projection à 19h30 et lundi soir aussi. Et je voudrais en profiter pour publiquement 14h30 aussi. Ah oui, pardon, 14h30 aussi, parce que demain c'est dimanche. Et je voudrais en profiter pour remercier beaucoup Elisabeth et Nicolas de leur présence, de leur travail et de tout ce que l'on vit ensemble et de tous ces partages. Merci beaucoup à vous. Merci. Ça va? Non mais... Bah oui. On va rester après. Au bloc, on va voir une chose. Et le vin, oui, je sais. moi, ce qui me fait drôle par rapport à la voix, bien sûr, je ne l'avais pas vu depuis 15 ans. Il y a 15 jours. Moi, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Je le vois avec Laetitia, c'est complètement... Il a reçu